Bonjour, bonjour. Je vous ai laissé la dernière fois à Berlin, dans la salle à manger de l'hôtel Adlon, très inquiète de devoir croiser la route d'Adolf Hitler. Après que Claudine m'eut fait promettre que j'assisterais au dîner avec lui, en compagnie des sœurs Mitford, afin d'essayer de lui fournir le plus de renseignements possible sur l'organisation nazie, je n'eus plus faim du tout, et même l'avenant strudel aux pommes proposé en dessert me laissa indifférente. De toute façon, Amadeo et moi n'avions guère le temps de prolonger le déjeuner, car Joseph Stern, notre ami ingénieur chez Mercedes, venait nous chercher en début d'après-midi afin de nous conduire dans le château d'un des plus gros clients de la marque qui collectionnait les modèles les plus rares. Ce dernier organisait une garden party à laquelle tous les gros bonnets de Mercedes étaient invités, et Joseph avait dû promettre à son directeur qu'il allait lui faire rencontrer le créateur génial d'une innovation révolutionnaire pour y être toléré. Nous arrivâmes dans un château flambant neuf, mais construit dans un style médiévalo-gothique, lourd et austère comme son propriétaire, Albert Reimann, un riche industriel visiblement très enthousiasmé par Hitler, lui aussi. Amadeo et moi nous sentions particulièrement oppressés dans cette ambiance triomphante et artificiellement joyeuse, dans laquelle chaque sourire forcé semblait contenir une menace. Amadeo était d'ailleurs en train de me dire qu'il n'avait aucune envie de partager son invention avec ces gens-là, lorsque Joseph arriva avec le grand patron de Mercedes, accompagné de notre hôte, curieux de savoir en quoi consistait le fameux ballon de sécurité dont leur parlait Stern depuis son retour de France. Amadeo était coincé, et pour ne surtout pas mettre notre ami Joseph dans l'embarras, il ne put que suivre les hommes dans le bureau d'Albert Reimann, afin de leur expliquer, croquis à l'appui, le fonctionnement de son invention. Je me retrouvais donc seule en compagnie de plusieurs femmes d'industriels qui, à en juger par leur tenue voyante et leurs bijoux clinquants, n'étaient guère touchées par la crise économique, contrairement à la majorité de la population allemande. Une fois que je répondis au mieux que je pouvais à leurs passionnantes questions sur la mode française et les derniers potins, je m'éclipsai sous prétexte de me rafraîchir. Or, à peine avais-je franchi la porte des toilettes qu'une jeune femme m'attrapa le bras et ferma la porte derrière nous. J'eus un instant de grande angoisse, mais elle me fit signe de me taire et me tendit une lettre en me demandant de la lire en silence. Je la regardai et je m'aperçus que c'était une très jolie fille, mais qu'elle était hagarde, tant la tension crispait ses traits. La lettre disait qu'elle s'appelait Christa et qu'elle avait travaillé au journal Der Gerade Weg, la juste voix, aux côtés de Fritz Gerlich jusqu'à l'année précédente. Fritz Gerlich, comme elle l'expliquait, était un journaliste qui avait fait de la politique étant jeune et avait d'ailleurs commencé une carrière en tant que sympathisant du Parti national-socialiste jusqu'en 1923, lors de la tentative de putsch par Hitler. Gerlich, en voyant le comportement de ce dernier à ce moment-là, avait eu une révélation sur sa véritable nature et sur la folie destructrice de son cerveau. Il avait donc radicalement changé son fusil d'épaule et s'était mis à critiquer de manière forcenée le système nazi à travers son journal. Christa continuait sa lettre en disant qu'il avait été arrêté en mars 1933, soit 11 mois auparavant, et transféré au camp de Dachau. Elle craignait le pire pour lui et voulait avertir le reste de l'Europe de ce qui se passait dans son pays. La jeune femme avait appris par un cousin à elle, qui était domestique chez les Reimann, qu'un couple de Français était invité au château, et elle s'était faufilée parmi les convives pour me remettre cette lettre, en me suppliant de la faire passer à un journal français, afin d'alerter l'opinion publique sur le sort réservé aux défenseurs de la liberté dans son pays. Elle risquait gros, car j'aurais pu moi aussi être une fervente adepte de la doctrine nazie. Son regard suppliant me glaça, et je lui promis que je ferais lire cette lettre à Paris par toutes les personnes sensées et inquiètes de la montée en puissance d'Hitler, afin de voir quelle action serait la plus efficace. Je n'osais pas lui dire que je devais rencontrer le dictateur le soir même, de peur qu'elle croie que je jouais un double jeu. Elle me quitta aussi vite qu'elle était arrivée, me laissant dans un état de grande nervosité. Car ce que nous commencions à entrevoir en France de manière très édulcorée sur ce qui se passait en Allemagne prenait une toute autre dimension lorsqu'on se trouvait dans la capitale berlinoise. Je sortis donc un peu chancelante des toilettes et rejoignis Amadeo qui venait de terminer son entrevue avec les dirigeants de Mercedes. Leurs avis concernant son ballon de sécurité automobile étaient partagés. Certains étaient convaincus de son efficacité et d'autres pensaient que c'était un gadget. Lorsque j'arrivai à leur côté, notre hôte, Albert Reimann, riait aux éclats à une suggestion d'Amadeo pour rendre plus légères les Mercedes qui couraient sur les circuits automobiles. En effet, pour les courses, notamment sur le fameux circuit du Nürburgring, les véhicules ne devaient pas dépasser les 750 kg et les Mercedes étaient toujours un poil trop lourdes. Puisqu'on ne pouvait retirer aucun des éléments mécaniques, Amadeo avait leur suggéré de ne pas peindre les voitures et de les laisser avec le métal acier d'origine, car les couches successives de peinture qui donnaient leur couleur flamboyante aux voitures finissaient par rajouter du poids. Et Albert Reimann avait eu beau se tordre de rire à cette idée ce jour-là, c'est précisément ce que fit l'un des ingénieurs de la marque quelques mois plus tard, en grattant la peinture des bolides, devenus soudain argentés et allégés, ce qui leur permit de gagner la plupart des grandes courses en devenant les mythiques flèches d'argent.
Mais en cet après-midi de février 1934, je me fichais totalement de ces histoires et je n'avais qu'une envie, c'était de quitter cette assemblée arrogante et nocive. Je prétextais donc la fatigue du voyage en avion le matin même pour prendre congé et demander à Joseph Stern s'il pouvait nous ramener à l'hôtel, ce qu'il fit avec empressement. Une fois dans la voiture, il soupira en nous disant que malgré la brillante démonstration d'Amadeo, ses supérieurs n'étaient pas encore prêts pour son invention géniale du ballon de sécurité. Il sentait pour lui-même que ses jours au sein de l'entreprise étaient comptés et que tous le regardaient de travers parce qu'il était juif. Des cousins à lui avaient émigré à New York 2 ans auparavant et le suppliaient de les rejoindre avec sa femme et ses enfants avant que la situation ne dégénère davantage. Joseph hésitait car il aimait profondément son pays. Mais Amadeo et moi sentions bien que les choses pourraient empirer à grande vitesse et que par sécurité il ferait mieux en effet de quitter l'Allemagne au plus vite. En nous déposant devant l'hôtel Adlon, Joseph nous serra dans ses bras et promit de nous donner de ses nouvelles. Nous retrouvâmes maman et Mike ainsi que Claudine et Andrew pour le thé, et Claudine en profita pour me donner ses instructions pour le dîner du soir auquel je devais assister en présence du sinistre personnage qu'était Adolf Hitler. Comme il y avait des oreilles indiscrètes partout, ma fidèle amie utilisa un langage codé, comme nous le faisions enfants lorsque nous ne voulions pas que ses frères et sœurs comprennent ce que nous disions. Cela fit sourire maman, malgré la tension de la situation. Puis vint l'heure du dîner, et les sœurs Mitford, excitées comme des puces, vinrent me chercher dans ma chambre pour m'escorter jusqu'à la salle de restaurant du parti nazi dans l'autre aile de l'hôtel. J'avais la peur au ventre, car même sans jamais avoir rencontré Hitler, je sentais à travers l'attitude de ses sbires et la mise en scène grandiloquente autour de lui que j'allais me trouver en présence d'un être abominable à l'ego surdimensionné. J'avais donc l'impression d'aller à l'abattoir en entrant dans la grande salle à manger décorée entièrement de drapeaux et d'oriflammes représentant la croix gammée. 2 officiers, blonds, blancs, imberbes au regard glacial, vinrent nous accueillir et nous installer, comble de l'horreur, à la table d'honneur. Nous nous assîmes et les 2 sœurs Mitford commencèrent à me raconter les différentes fois où elles avaient eu la chance de rencontrer cet homme, je cite, fascinant. Soudain, la centaine d'invités se leva comme un seul homme et tendit le bras en avant pour saluer l'entrée de leur dieu avec une clameur assourdissante. J'étais tétanisée, comme dans un cauchemar où j'assistais impuissante à un événement que je rejetais de toutes mes forces. Mais malgré moi, mes yeux furent attirés par l'objet de cette vénération insensée. Et je vis un homme de taille moyenne, sans allure aucune, avec des gestes plutôt gauches, s'avancer sous les vivas jusqu'à notre table et prendre place précisément en face de moi, ce qui me fit défaillir. Il resta debout et fit un discours avant le dîner, ce qui me permit de l'observer à la dérobée. La voix était bizarre, tantôt dans l'aigu, tantôt dans le grave, parfois ridicule, et il maniait l'emphase propre aux politiciens, aux prêcheurs et aux manipulateurs de foule, tel un pantin fou qui obéirait à une force supérieure. Toutefois, en voyant les yeux exaltés de l'auditoire, je m'aperçus que son discours ultranationaliste était déclamé de telle manière qu'il réveillait au fond de chacun de ses partisans le sentiment d'une toute-puissance et d'un chemin vers un ordre nouveau glorieux, guidé par un maître quasi divin. Ma maîtrise rudimentaire de l'allemand suffisait largement pour comprendre sur quel bouton appuyait le bonhomme à la drôle de moustache pour soulever les foules. Ma voisine Unity Mitford avait des spasmes orgasmiques en l'écoutant et je me demandais tout de même comment il s'y prenait pour avoir ce pouvoir. Après son discours et les applaudissements n'en plus finir, il s'assit et le dîner commença. Charity Mitford me présenta comme une admiratrice française, ce qui manqua de me faire étrangler. Hitler se mit alors à me regarder dans les yeux, avec son regard d'une couleur indéfinissable, allant du gris clair au marron foncé, mais toujours d'une froideur extrême malgré le sourire qu'il m'adressait. J'ai toujours été sensible aux vibrations dégagées par les êtres et mon instinct ne m'a jamais trompé en ce domaine. Or, indépendamment de tout ce que j'avais appris sur lui, et même si je l'avais croisé à une autre époque et dans d'autres circonstances, je peux affirmer qu'Adolf Hitler dégageait les pires ondes maléfiques que j'ai jamais rencontrées, malgré tout le mal qu'il se donnait pour essayer de vous séduire. Et quand je parle de séduction, je n'ai rien senti de sexuel en lui, je veux simplement parler de désir de domination exprimé autrement que par la force. Et c'est probablement ce que ceux qu'il fascinait appelaient son charisme. Mais enfin, à mes yeux, aucun charisme en lui, juste une névrose extrême, perceptible dans les moindres gestes, les moindres tics, les moindres expressions. Même sa moustache ridicule, qui faisait sourire lorsque Charlie Chaplin arborait la même, bien avant son film nommé Le Dictateur, devenait menaçante chez Hitler. Je compris que la force de conviction de cet homme venait de la certitude absolue qu'il s'était forgé qu'il serait le maître du monde. Et cette certitude était si forte qu'elle avait fini par convaincre de plus en plus de gens. J'ai d'ailleurs remarqué à bien des reprises dans ma vie à quel point l'auto-persuasion permettait à des êtres n'ayant rien d'exceptionnel d'être finalement sous la lumière et de déclencher un enthousiasme qu'aucun talent de quelque sorte ne justifiait. Comme Hitler ne parlait pas français et que mon allemand ne permettait guère de conversation à bâton rompu, notre échange se limita à une discussion sur l'art, et en particulier sur la peinture, qu'il ne connaissait d'ailleurs pas si bien que ça malgré ses antécédents de peintre amateur. Puis il me parla de Paris en me disant que la France était un beau pays,
mais que les Français étaient trop paresseux et ne pensaient qu'à la bonne chair et qu'aux femmes. Il ricana, toujours avec ses yeux qui, eux, ne riaient pas du tout, et me dit que les femmes françaises étaient frivoles, en français cette fois, alors que les Allemandes étaient courageuses et patriotes. Fort heureusement sur ces entrefaites, Charity Mitford entreprit le dictateur sur sa prochaine rencontre avec son mari, Oswald Mosley, afin de guider aussi un plus grand nombre de Britanniques vers le droit chemin. J'avais envie de vomir, et Dieu merci, le dîner ne s'éternisa pas, et Hitler s'éclipsa avec sa garde rapprochée pour aller assister à je ne sais quelle réunion en vue de conquérir le monde. Les sœurs Mitford jubilaient, et je renonçais à leur dire à quel point elles étaient aveuglées, car je sentais bien que j'allais me heurter à un mur. Je rentrai donc dans ma chambre dans un état d'abattement absolu. Amadeo m'attendait avec anxiété, et lorsque je lui eus raconté la soirée, pour une fois, la bagatelle ne lui vint pas en tête. Nous passâmes la journée du lendemain tous ensemble à Berlin, avant de repartir chez nous, et notre malaise ne fit que s'accroître. Claudine rencontra des contacts, mais resta discrète à leur sujet, et dans l'avion de retour que pilotait Andrew, elle nous fit part de ses pires craintes pour un futur proche. Elle redoutait une guerre mondiale dans les années à venir et une épouvantable chasse aux Juifs. J'aurais tant aimé que pour une fois ma chère amie se trompe. Une fois en France, je contactai tous les journalistes qui n'adhéraient pas aux idées fascistes en vogue et leur demandai de l'aide pour sortir leurs confrères Fritz Gerlich du camp de Dachau. 2 d'entre eux en parlèrent dans leur éditorial, mais cela n'eut aucun effet sur le public, trop occupé à joindre les deux bouts en ces temps difficiles. Quant aux politiciens, tant de choses étaient en jeu entre les puissances européennes que le moindre incident diplomatique pouvait mettre le feu aux poudres. J'eus beau me démener, frapper à toutes les portes, mon intervention fut donc un échec total. Et hélas, quelques mois plus tard, en juin 1934, Christa m'envoyait une lettre pour me dire que Fritz Gerlich avait été assassiné à Dachau lors de la nuit des longs couteaux. Ces 3 jours atroces où les nazis avaient décidé de faire le ménage autour d'eux en se débarrassant de ceux qui ne partageaient pas leur opinion. Quant à notre ami Joseph Stern, il avait été renvoyé de chez Mercedes peu de temps après notre venue, et face aux persécutions de plus en plus nombreuses, il avait décidé de rejoindre ses cousins à New York, ce qui allait sauver sa vie et celle de sa famille. Mais combien ne purent hélas faire ce choix? Je n'ai jamais compris comment Adolf Hitler avait réussi à avoir ce pouvoir insensé sur la destinée d'un pays et ses conséquences désastreuses. Il fallait bien sûr une conjoncture propice à la haine et à la violence, et à défaut du doigt de Dieu, peut-être un doigt diabolique posé sur cet homme, qui lui conféra une puissance absolue pendant suffisamment de temps pour réduire en poussière des millions d'êtres humains, happés par cette force destructrice. Le mal m'a toujours été étranger, et la justification de son existence restera la grande question sans réponse de ma vie. Oui, Archie. Oui, je sais, vous aussi. Vous aimez la lumière, la beauté et la vie. Alors essayons de la faire rayonner le plus possible. Et je vous dis à très vite pour la suite de mes aventures.